On n'est pas tout le temps contre Paris. Hein. Paris, il y a des belles choses à Paris. Il n'y a pas que Solferino. En parlant de ça, je voudrais rassurer M. Cambadélis, parce que M. Cambadélis n'arrête pas de parler de moi à Solferino. Il dit, Sorel, il faut le ramener à la maison, c'est un ami, c'est un camarade. M. Cambadélis, il a été élu avec 143 voix au Bureau national. Et il n'a pas été élu par les militants socialistes. Donc, M. Cambadélis égale M. Harlem Désir. Moi, je suis de la tendance Jean Jaurès. C'est pas la même. Bon, le coût total de la ligne, c'est 40 millions d'euros, 8 millions d'euros pour la première phase de travaux et 32 millions d'euros pour ce bouclage, avec une subvention de la Caisse des dépôts à venir de 5,66 millions d'euros. Vous l'avez dans le dossier de presse. Le bouclage, le tour, le ring, le tour de la ville, c'est 9,2 km et le tronçon dont nous allons débuter les travaux, c'est 1,2 km de la place Albert Ier jusqu'à la place de l'Observatoire. C'était une priorité. Hein. Nous la mettons en exécution rapidement. La maîtrise d'ouvrage est assurée par l'agglomération de Montpellier avec une maîtrise d'ouvrage déléguée à Tarbes. Ce qui est intéressant dans cette affaire, vous avez... Ah, il n'y a pas de rétroprojecteur. C'est la façon de concevoir l'emprise des voies. Nous avons fait plusieurs réunions dès mon arrivée à l'agglomération sur l'organisation du trafic sur le boulevard Henri IV, puisque c'est bien là que se situe le nœud du problème. Nous tenions particulièrement à respecter les platanes et les arbres, même si nous avons été obligés d'en abattre 4, mais pour d'autres raisons. Ils étaient fort malades et risquaient de s'effondrer tout seuls. L'essentiel des arbres a été bien sûr maintenu et les arbres sains ont été maintenus. Pour ce faire, nous avons opté avec M. Caboussi, avec M. Friseau, avec Mme Gianiel, nous avons opté pour un passage pratiquement central des voies de tramway sur l'emprise du boulevard Henri IV, avec un usage mixte et une circulation très modérée des véhicules et des voitures sur cette partie du boulevard. Parce que nous avons l'intention de ralentir très largement le trafic automobile à partir de la rue Auguste Broussonnet jusqu'en haut, jusqu'à la place d'Avillers, c'est ça, M. Friseau? Jusqu'à la place d'Avillers. Elle s'appelle d'Avillers cette place, parce que c'est pas immédiat chez moi d'Avillers. C'est ça. Nous allons j'ai demandé à M. Christophe Cour, qui est adjoint au maire de Montpellier, chargé de l'écologie, mais il est en même temps président de l'association des commerçants du jeu de pommes, dès que rentré, de se charger d'une grande partie de la concertation pour les travaux. Nous allons mettre toute une série de signalétiques adaptées pour expliquer les déviations de la circulation, pour expliquer le temps et le commencement des travaux, puisque nous allons commencer par faire les travaux de réseau qui vont impacter la voirie ainsi que les trottoirs. Et nous aurons ensuite une concertation importante faite avec les commerçants pour leur expliquer l'ensemble des phases du chantier. Les phases du chantier, elles sont simples. Jusqu'au 10 mai, il y a des travaux préparatoires.
nous aurons quelques sondages de fouilles préventives aussi, non? Oui, qui sont jamais parlé. Il y a quelques actions de fouilles préventives qui sont prévues. Jusqu'au 10 mai, donc travaux préparatoires de chantier. Jusqu'au 15 mai, à partir du 15 mai, c'est la mise en place du nouveau plan de circulation qui va dédier la circulation du boulevard Henri IV, puisqu'on ne pourra plus passer par cet endroit à cause des travaux. Et ça, c'est du 15 mai à la fin septembre. Nous aurons le déroulement des réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et de téléphone. En octobre 2014 et jusqu'au début 2016, ce seront les travaux d'infrastructure et d'équipement. Et le premier semestre 2016, nous aurons la mise en place du tronçon et des différentes rames qui y circuleront. Voilà quel est le chantier. Quel est son agenda? La place Albert Ier, et je m'en suis assuré avant-hier, puisque j'ai déjeuné avec Alexandre Mélicinos, l'architecte responsable du secteur, de la révision du secteur sauvegardé, ainsi que Isabelle Hirschi, architecte du patrimoine de la ville. Je me suis assuré que le passage de la ligne du tronçon de la ligne 4 serait susceptible de générer des modifications d'urbanisme souhaitables pour la valorisation économique et commerciale du quartier de la place Albert Ier. Ça veut dire que l'ensemble des zonages, la description des parcelles liées au passage de la ligne 4 et liées aux îlots qui sont dans un secteur protégé peuvent être modifiés à souhait pour pouvoir y impacter des commerces et de l'activité économique, notamment dans l'Institut de biologie. C'est sous la responsabilité unique de l'architecte des bâtiments de France, et donc c'est modulable ou modelable, comme vous voulez, de telle sorte que l'ensemble de ces bâtiments soient utilisables avec le passage du tram. Ce qui est important pour le passage du tram, c'est qu'on puisse, le long du passage du tram, rénover les espaces publics, mais aussi créer de l'activité liée à la chalandise possible. Donc je me suis assuré que les nouveaux zonages du secteur sauvegardé pourraient permettre ces modifications des bâtiments, et notamment sur l'Institut de biologie, l'ancienne faculté de médecine, qui est fondamentale sur la place Albert Ier et sur la rue Cardinal de Paris. Je vous donne quelques éléments comme ça, et après je demanderai à M. Friseau de nous décrire plus avant et plus précisément le chantier. Autre particularité, le pont Vialeton et le traitement de la voie au niveau du Pérou. Là, nous aurons deux ascenseurs qui seront disposés dans des cages de verre sur la coursive qui est attenante au palais de justice et qui sera ouverte à cet effet. Aujourd'hui, elle est condamnée. Le sol sera retraité et le pont Vialeton sera réhabilité en même temps que les travaux du tram. C'est la 4e phase du plan pluriannuel de restauration de la place royale du Pérou que nous ferons coïncider avec les travaux du tram pour éviter deux chantiers. Nous n'en aurons qu'un, puisqu'il faut changer, je vous le rappelle, des gros moellons de pierre du pont Vialeton qui sont très abîmés, et l'État nous a demandé de les modifier et de les retirer chirurgicalement et d'en positionner d'autres, puisque c'est de la chirurgie sur les bâtiments existants. Donc nous ferons correspondre les deux chantiers. Initialement avait été prévu dans les deux cabanes en pierre des concierges de faire monter des ascenseurs à ce niveau-là. Ce projet a été abandonné, les ascenseurs sont très modernes. Je me suis assuré aussi qu'ils étaient de meilleure qualité que celui du Corum qui tombait en panne tous les temps. Mais ils permettront l'acheminement des personnes, y compris des personnes handicapées. Un numéro de téléphone spécial travaux. Nous avons installé un local
que nous sommes en train de rechercher sur le boulevard du Jeu de Paume, de façon à ce qu'il y ait en permanence, je dirais, une capacité d'information et d'accueil des gens concernés qui ont des problématiques à nous poser. Et on va recruter un agent de terrain à partir du mois de septembre pour renforcer le dispositif. Donc ça, c'est quelque chose effectivement auquel on est très attaché. De même que pour les modifications qui peuvent intervenir sur le réseau de bus, on va faire en sorte qu'elles soient le plus stables possible, de façon à éviter de bouger les arrêts et de créer en permanence une information de mouvement auprès des voyageurs. Voilà, donc c'est un réseau effectivement qu'on essaie d'inscrire dans la durée. On va essayer de tenir aussi les engagements de délai. Ce qu'on avait retenu, c'est que les gens sont tout à fait prêts à accepter les travaux et la durée des travaux. Simplement, il faut qu'on tienne les délais lorsqu'on les annonce. Il n'y a rien de pire pour un riverain que de lui dire on va être là en travaux pendant quelques mois et finalement ça dure et on n'est pas forcément capable de. Donc là, c'est un objectif impératif qui s'est fixé. Merci M. Friseau. Simplement vous dire aussi que nous avons commencé les réunions sur le tramway à 1 €. Tout à l'heure, il y a une réunion prévue encore une. Donc nous faisons tout marcher en même temps. Ce que nous avons promis, nous le faisons à la lettre. Je vous parle pas, c'est pas le jour de la régie publique de l'eau, mais vous avez vu qu'il y a un conseil d'agglomération spécial, extraordinaire, qui se tiendra 7 à 18 h ici même. Monsieur le Catoussi, nous avons de nouvelles rames. Effectivement, voilà, vous informez également que 4 rames ont été achetées pour pallier les pannes sur certaines rames et également pour permettre le gros entretien sur les rames existantes. Donc elles sont arrivées ou elles ne vont pas tarder à arriver. Merci. Sur ces rames, une livrée particulière avait été prévue par sens inédit. Je l'ai annulée. Elle n'était pas payée. Donc je l'ai annulée. Elle était en forme de caméléon. Elle avait la couleur d'un caméléon. Donc, c'est très difficile. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai annulée. Je ne savais pas où j'étais. Donc les rames, elles sont livrées noires, les 4. Ce sont 4 rames noires comme celles qui avaient circulé à un moment, vous savez, qui assuraient. Et nous avons décidé, en attendant, d'avoir pris une décision sur leur livret, puisque si on commande une livrée pour des artistes locaux, régionaux, nationaux et internationaux, il faut qu'il y ait un appel d'offres, il faut qu'il y ait une procédure, donc nous n'allons pas entrer là-dedans immédiatement. Nous allons les garder avec leur couleur d'origine et nous les utiliserons. Pardon ? On ne comprend pas bien parce que les lignes, elles avaient déjà livrées. Alors, oui. Il n'y a pas de nouvelle ligne, donc pourquoi une nouvelle livrée? Ah, elles sont activées. Je l'ai annulé. La réponse, c'est je l'ai annulé. Ce qu'on va peut-être compléter. Je ne sais pas, moi. Ne me demandez pas ça à moi. Mais non, mais moi, j'ai rien à voir avec ces gendarmes. J'ai rien à voir avec ces gendarmes. C'est du passé. Je vous dis simplement qu'il n'y avait pas eu de contrat. Pour l'instant, il n'y avait que le projet de Sens Inédit de transformer la livrée avec la couleur d'un caméléon. Il y avait même des dessins qui avaient été faits. Je les ai annulés. Donc on revient à la couleur d'origine qu'on a voulu conserver avec M. Friseau, avec l'ensemble des élus qui sont là, qui sont des rames noires, de longues et de plus courtes. Donc elles sont mises sur les nouvelles lignes. Elles seront repérables, mais nous les utiliserons partiellement pour pouvoir, comme nous le faisons sur certaines rames à certaines occasions, afficher l'ensemble des manifestations que l'agglomération propose aux habitants de l'agglo et de la ville. Par exemple, voilà, l'Open Sud de France. Voilà. Ça peut faire l'objet de la Comédie du Livre, la Foire Expo. Voilà, ce sont des manifestations qui peuvent être affichées sur les rames en attendant de trouver, si besoin est, une solution pour leur livrer. Voilà.
prise au fond. Non, c'est peut-être pour dire pourquoi est-ce qu'on a des rames spécifiques, enfin des livrets spécifiques, ou ce qui est envisagé, parce que j'avais sollicité l'agglomération sur quelques contraintes liées à l'exploitation. Nous avons 4 lignes, 4 livrets, et de temps en temps, effectivement, nous aimerions pouvoir prendre une rame, une couleur, pour la mettre sur une autre ligne. Et en fait, les contraintes, mais aussi, je dirais, toute la richesse du réseau qui, avec ces rames spécifiques, on faisait qu'on souhaitait avoir un peu plus de souplesse d'exploitation. Donc l'idée, c'était d'avoir quelques rames à disposition multilignes, qu'on puisse utiliser sur la 1, la 2, la 3, la 4, suivant les aléas d'exploitation, ou quand on a des événements, ou quand il y a besoin de renfort. Sachant que les 4 rames arrivent à point nommé parce que le réseau continue, je dirais, sa croissance. Et qu'on est aujourd'hui, je dirais, sur le début de l'année, sur un taux de croissance de l'ordre de 3%, donc il faut qu'on suive aussi, je dirais, la croissance du réseau. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir des rames qu'on puisse mettre sur toutes les lignes. Je voulais vous demander, est-ce que vous ne pouvez pas, Véran, voir être respectueux vis-à-vis des 350 000 voyageurs de la TAM, qu'il n'y ait pas aujourd'hui un service d'alerte pour les voyageurs lorsqu'il y a des grèves ou des gros pépins sur le tramway. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même les services de presse sont informés uniquement en allant sur le site internet de la TAM, alors qu'il y a 350 000 voyageurs, et ça me semblerait être la moindre des choses de les informer, au moins sur les réseaux sociaux. Si vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on mette en application. Il y a une chose qui n'est pas dans le même domaine que celui que vous indiquez, qui est très coûteuse parce que je me suis renseigné. Mais de mon côté, je trouve assez anormal, par exemple, que le conducteur du tram, de temps en temps, soit obligé de sortir pour modifier les aiguillages à la main. Ça arrive quelquefois. Ça arrive de moins en moins précisément. Mais on a eu des difficultés sur ce format. Voilà. Et ça vient des aiguillages, des postes d'aiguillage télécommandés qui sont radiocommandés, qui sont automatiques, qui sont extrêmement coûteux et sur lesquels, à certains moments, les travaux n'ont pas pu se faire. Mais ce n'est pas au niveau de la 7e ligne de France. Donc il y a toute une série de choses. Là, j'avais parlé du bouclage. Nous faisons le bouclage. Après, nous allons prendre les éléments, les uns après les autres, en fonction des budgets disponibles, nous serons quand même de les modifier. Et j'entends ce que vous dites. Combien d'emplois sont prévus pour la construction de ce petit bout? Les emplois réduits par le chantier. Oui, par le chantier. Ça peut représenter 300 emplois an. Ça se traduira par quelques emplois supplémentaires à TAM, en conduite et pour la maintenance des infrastructures et des lignes aériennes. Mais aussi avec quelques voyageurs de plus. Oui, sur les lignes, sur les caténaires, il y a des endroits où les bâtiments de France nous contraignent, c'est pas évident. Donc on a été obligé de prendre des dispositions un peu particulières, notamment sur le Pérou. C'est-à-dire, il n'y aura pas de caténaire? Si, non, mais il y a des endroits d'accrochage où on se travaille avec marquise ou non pas avec des abribus classiques, notamment sur tout le boulevard du jeu de paume, où il y a quelques enjeux là. L'implantation des stations, il faudra qu'on puisse négocier avec également les riverains concernés. Monsieur Sorel, je reviens sur le... Attendez, dans l'ordre. Concernant la ligne 5, vous avez annoncé une nouvelle DUP. Quelles seront les modifications de tracé? Une nouvelle procédure. Moratoire. Mais moi, je me suis engagé à faire en sorte que la ligne 5, que les roues du tramway ne traversent pas Montcalm. Voilà, donc, je tiendrai cet engagement. C'est le seul point où il y aura une modification de tracé. Il peut y avoir d'autres modifications, mais je veux reconsulter. Et pour moi, la ligne 5, ce n'est pas l'urgence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, mais je dis que ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est ce bouclage pour finir le Cusson. Et, si on le peut, la connexion à la mer, parce que la situation du tramway qui arrive à Pérols et où les mecs mettent 1h15 pour aller à la mer, pour moi, c'est en dehors de tout concept durable. Et pour revenir à la ligne 5, c'est quel horizon? Ben, on finit d'abord ça, puis on verra après. Mais on va commencer en même temps les discussions, parce qu'on va rediscuter sur la ligne 5. Moi, mon but, c'est pas de retirer la ligne
qui va venir irriguer Campus. Je dis simplement qu'il faut peut-être la reporter un peu dans le temps. Peut-être qu'il y a des endroits où il ne faut pas mettre du rail, mais du bus à haut niveau de service en site propre, parce que ça coûte la moitié prix. Et puis, on va en discuter. Et l'aéroport, c'est passé par. Vous avez dit qu'il y avait avant la ligne 5, ça peut être une branche de la ligne 3, mais j'ai demandé des études, mais là, ça fait que. Je vous rappelle que ça fait que 6 jours que je suis. Et en 6 jours, je trouve qu'on a bien avancé quand même. Sur le boulevard Henri IV, je reviens sur le boulevard. Oui. Si en fait il va y avoir le tram, mais il y aura toujours la possibilité pour les voitures de passer. Ça sera très certainement un usage réservé aux riverains Ah d'accord. à terme. D'accord. Est-ce qu'une ligne ou un bout de ligne de bus vont être supprimés? Ça n'impacte Pas d'impact a priori sur le réseau de bus. J'avais deux questions en fait sur l'extension de la mer. C'est donc inutile de vous dire qu'on n'en verra peut-être jamais la couleur. Donc c'est raisonnable. Ce qu'on fait, c'est raisonnable. J'ai une question un peu plus générale, moi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent le tramway jusqu'à Japon, qui viennent à Montpellier sur ces voies-là? Est-ce que c'était entre guillemets rentable d'aller jusqu'à Japon? La notion de rentabilité s'exprime plutôt en notion, je dirais, d'utilité. La fréquentation de la ligne 2 est une fréquentation importante, hein, puisqu'on est à plus de 50 000 voyageurs jour en moyenne. Donc, et on a du monde à Jacou et on a du monde à Saint-Jean-de-Védas. Et dans les deux cas, on a une progression de trafic, parce que si vous allez sur l'itinéraire, vous verrez qu'il y a une urbanisation importante qui s'organise sur Castello, sur Jacou, sur Saint-Jean-de-Védas, et ça contribue bien sûr à l'augmentation de la fréquentation du réseau. Hein. Entre 2009 et 2013, le réseau a pratiquement augmenté de 25% ses recettes et sa fréquentation. Près de 25%. Quand vous dites que 50 000 personnes sur une ligne, c'est parfois peut-être des gens qui montent simplement à Castello pour aller. C'est sur l'ensemble de la ligne. Hein. Oui. Vous avez les chiffres de ceux qui montent à Jacou et qui. On les a, mais il faudrait que je puisse vous répondre. Je les ai pas en tête, hein, mais je pense qu'on est autour de 5 000 voyages, cette fois-ci de voyages jour, sans doute, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Hein. Et donc sur Pérol ou sur la... Mais on est en continuité de croissance sur le trafic, hein, parce qu'il y a encore de la croissance sur ces branches. C'est une offre qui crée sa propre demande. On ne répond pas à une demande, l'offre précède la demande. C'est hollandais, ça. Exactement. Après, ça fait partie des programmes de tramway, il fait partie des programmes de vente des promoteurs immobiliers. Hein. Je pense que vous l'avez noté. Hein. Le passage à 1 euro est prévu dans quel délai? Le plus vite possible. On m'a posé la question pendant la campagne de la Régie publique de l'eau, c'est quand? J'ai répondu le plus vite possible. Et le plus vite possible, comme l'a très bien expliqué le vice-président chargé du dossier, M. Revol, c'est le 1er janvier 2016 pour la Régie publique de l'eau. Donc, pour l'assainissement, c'est plus là. Pardon? Pour l'assainissement, c'est plus là. Non, mais là, on a parlé de l'eau potable. On n'a pas parlé de l'assainissement. On a différencié l'eau potable et l'assainissement, mais n'anticipez pas sur le conseil de mercredi. On fera tout ça en détail. Mais pour le tramway à 1 euro, on va faire le maximum pour y arriver, en baissant légèrement aussi l'ensemble des abonnements. Parce que les transports représentent de grosses dépenses pour les familles de Montpellier et pour les jeunes, qu'ils soient étudiants ou non, et on a conscience de ça. Et diminuer le prix, c'est leur redonner un peu de pouvoir d'achat. Voilà comment on voit les choses. C'est une mesure, vous savez, c'est la seule mesure de notre programme qui coûte un peu d'argent. Tout le reste se finance. Justement, vous avez des subventions pour la ligne 4? Oui. Pour la ligne 4, il y a la caisse des dépôts. La caisse des dépôts. 5,66 millions d'euros. Et il n'y a pas l'État en tant que lui-même? Pas l'État, pas le Conseil général, pas la région. Et pas la ville. C'est vrai.
Et avec ce bouclage, vous avez estimé l'augmentation du trafic de la L4? On a une prévision d'augmentation de l'ordre de 5000 voyages jour. Sur une ligne qui aujourd'hui en fait un peu plus de 20 000. C'est donc 5000 voyageurs supplémentaires. Et vous avez estimé l'augmentation de toutes les lignes avec le tramway à 1 euro? Ça a été fait. C'est une augmentation conséquente. Et qui peut compenser. Qui peut compenser une partie du coût, à condition que la fraude soit particulièrement régulée. Mais ça, on en parlera quand on en sera là. On y a déjà réfléchi. La Caisse des dépôts, c'est une subvention, c'est une subvention. Oui, dans le cadre de l'écocité, c'est-à-dire le périmètre qui lie la ville de Montpellier, la ville de Castelnau-le-Lez, la ville de Latte et la ville de Péronne. C'est le projet État qui a été récompensé. Et auquel j'ai participé en tant qu'adjoint à l'urbanisme. Il n'y a qu'une chose que je n'avais pas voulu voter à la communauté d'agglomération, c'est la modification du périmètre, qui avait été soumis par l'ancien président sur le périmètre d'écocité, dans lequel avait été intégré toute la ville, tout le centre-ville, le centre ancien. Et ça n'avait aucun lien avec la choucroute, si ce n'est un lien politique. C'est pour ça que je n'avais pas voté. Ça, c'est un détail. Tout à l'heure, M. Friso parlait d'urbanisation dans des lignes. À Castelnau, il n'y a pas une ZAC sur la centrale. Je ne veux pas. Alors, monsieur Tessier, vous n'êtes pas gentil avec Mme Dardet. La 113, il aurait peut-être fallu faire, à l'époque, et les services de l'agglomération sont aussi responsables que les services de la ville, peut-être un grand périmètre d'études dans lequel on pouvait surseoir à statuer sur les permis de construire, afin d'imposer un espace public, un espace de parking, des espaces verts plus conséquents que ceux qui ne le sont aujourd'hui. Ceci dit, le but du tramway, et là on peut considérer que la ville de Castelnau a fait son travail, c'est quand même d'être rentable. Et pour être rentable, eh bien, il faut densifier le long de la ligne de tram. Et on ne peut pas dire autre chose que le maire de Castelnau a eu le courage de le faire, parce que c'est pas facile de densifier dans une autre ville que la ville-centre. Dans la ville-centre, chez nous à Montpellier, quand on densifie, on dit c'est la ville. C'est normal qu'il y ait des immeubles très rapprochés les uns des autres, avec beaucoup de logements. Mais dans une commune qui a un train de vie différent, avec des villas dans des parcelles, avec des espaces verts dilatés, comme disent les urbanistes, c'est une autre problématique et un autre rythme de vie. Là, il faut remettre le curseur, il faut le remettre au centre. Peut-être qu'il aurait fallu faire pour l'aménagement général d'un périmètre d'études qui soit un acte d'urbanisme un peu contraignant pour les promoteurs, mais le travail a été fait de densification autour de la ligne de tram. C'est la question par rapport à la rente entière. Et il y a eu aussi sur cette ligne-là des logements sociaux qui ont été faits. Et ça, on ne peut pas quand même le nier. Il faut être juste. Il y a une forte identification autour de la ligne du tram sur Castelnau, qui d'ailleurs n'a pas valu que des compliments à la municipalité sortante, et on a intégré dans cette densification des espaces commerciaux et du logement social. Et donc ça répond tout à fait aux attentes d'une traversée du tram avec des populations qui doivent pouvoir s'arrêter, utiliser des commerces de proximité et se loger de façon accessible avec le tram. C'est un objectif que je pense qu'on a largement atteint sur Castelnau, malgré les difficultés que ça représente. D'ailleurs, l'opposition à Castelnau-le-Lez, j'ai jamais lu une conférence de presse sur ce sujet. Ils ont rien dit. Il y a eu quelques articles pendant la campagne, pendant les campagnes, et surtout pendant les législatives, menés par l'autre candidat
qui était opposé à Jean-Pierre Legrand et à Fanny Dombocas, de M. Berthet. Mais en dehors de ça, je n'ai pas vu grande explication d'urbanisme sur. Voilà. L'important, c'est de densifier le long des lignes de tram parce qu'il faut faire de la ville autour des moyens de transport collectifs non polluants en site propre. Ça, c'est une règle. C'est pour ça que dans la ligne 5, il y a des tronçons de plusieurs kilomètres qui ne desservent rien. Peut-être que là, il faut envisager un transport collectif du type bus à un niveau de service qui coûte au site propre, peut-être même, qui coûte la moitié du prix. Et ça, c'est le moratoire qui le dira, je n'anticipe pas sur la concertation. Je vous dis simplement qu'il faut en rediscuter. Je reviens sur la ligne 4. Est-ce qu'à un moment donné, pendant les travaux, le boulevard Henri IV sera fermé à la circulation? Il le sera. À partir de quand, vous savez? Il y aura des restrictions, mais c'est pas jamais. Pour les riverains, il y aura des aménagements. Hein. C'est sûr qu'on permet aux riverains de chez eux, de rentrer dans leur garage, de sortir. Hormis les riverains, parce qu'actuellement, vous y passez, à quel moment on pourra dire qu'il y a des riverains qui vont passer? Non, mais quelle est la perspective là? En clair, effectivement, il n'y aura jamais de fermeture. On gardera toujours une voie de circulation. Donc, comme ce n'est pas une zone piétonne, ça sera ouvert à la circulation. Par contre, on va fortement inciter à ne pas y passer. C'est le plan que vous avez ici. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Le jalonnement de la ville aujourd'hui est fait pour amener les gens par la route du Faubourg Saint-Jean. En fait, l'enjeu, c'est quoi de la circulation sur ce boulevard et dans la zone? C'est l'accès au parking du centre-ville, Arc de Triomphe et Foch. Aujourd'hui, le balisage est déjà fait par la rue du Faubourg Saint-Jean, et on le voit bien sur le plan, hein, passer sur la rue du Faubourg Saint-Jean, vous passez par la rue Auguste Boursonnet ou Henri IV, c'est strictement pareil, voire même c'est plus court. Donc il n'y aura pas de fermeture. Par contre, c'est clair que pendant les travaux, la voie de circulation sur le boulevard Henri IV sera étroite et difficile, donc plutôt réservée aux riverains. Par contre, aujourd'hui, il va falloir de mettre un sens interdit sur Henri IV. Donc on va économiser surtout ce qu'on peut pointer du doigt comme dépense, je dirais, non obligatoire ou non urgente. On va le gérer comme si c'était notre maison. Ça s'appelle le bon sens. Et pour ce faire, il faut que les acteurs publics de l'ensemble des institutions nous aident, ne fassent pas des caprices. Sur la communication, une question d'un journal, de signalétique, etc., qui va réaliser cette communication? C'est ça. Et l'agglomération. C'est l'agglomération de manière conjointe. Il y avait un marché pour Saint-Denis, pour la ligne 5, c'est ça? Non, il n'y a pas de marché qui était attribué pour l'instant. Sur la ligne 5, il y a un marché à Saint-Denis, sur la signalétique, la communication. Il y a deux lots, il y a un marché de travaux qui effectivement est confié à l'agence limonade. Il y a effectivement ces documents. Il y a un marché spécifique. Un marché spécifique pour la gestion des travaux, pour la communication de travaux qui est passé à l'agence limonade, qui a préparé ça pour le projet. Avec la petite coccinelle. Avec leur coccinelle qu'on est en train de C'est bien la coccinelle. Ça porte chance. La première ligne, c'était la panthère rose. Un arrêt peut-être au jardin des plantes. Ben, l'arrêt Tour des Pins, Albert Ier, est à 50 mètres du jardin des plantes. Même pas, ouais. 30 mètres. Pourquoi ne pas avoir employé l'arrêt de jardin des plantes? C'était pas mieux que Tour des Pins? Les arrêts sont disposés en fonction également des connexions des voies et des endroits où on traverse la ligne de tram.
Donc c'est étudié de cette façon. Il y a deux sorties, on l'a mis en amont, en aval des deux sorties pour pouvoir pour ne pas gêner et avoir assez de recul et de vision des rames lorsqu'elles passent pour les automobilistes. Ça, on ne peut pas les mettre n'importe où, les enfants. Et puis on cherche à faciliter les correspondances, donc à minimiser, je dirais, les temps piétonniers, les temps d'échange. Plus on est près, le mieux les gens pratiquent. Une fois la ligne 4 faite, comment on circulera sur un 4? Parce qu'actuellement, on circule sur 2 voies et on peut stationner. Comment ça sera une fois que... Ce sera une circulation partielle. On circulera toujours sur 1 voie en voiture? On circulera, mais ce sera une circulation extrêmement réduite. Et plus de stationnement? Stationnement. Je peux partir des options, mais... Ouais, on peut en faire quelques-uns. Ce sera une circulation plus sur les voies de train. Il y aura une mixité partielle. Bah oui, comme dans d'autres endroits, comme sur la route pour aller à la route de Nîmes, comme sur la route de Lodève. Il y a des endroits où on circule sur la voie. Mais en fait, si vous voulez, les angles de courbure des voies nous permettent, sont plus faciles à réaliser et moins contraignants pour les matériels à partir de la place Albert Ier jusqu'à la montée d'Henri IV. Et surtout, ça nous permet de ne pas toucher aux racines des arbres. Parce que les plateformes ne sont pas enfoncées de façon terrible. C'est à peu près 80 cm à 1 mètre maximum. Mais par contre, les réseaux et les connexions qui se trouvent en dessous, quelquefois, comme dit M. Tondu, juste raison, il faut creuser 3 mètres. Et quand on creuse 3 mètres, les racines des arbres sont abîmées. Et donc nous n'avons pas l'intention d'abîmer les racines des arbres du boulevard Henri IV. On n'a pas envie de défigurer l'environnement naturel de la ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a un lecteur de la Gazette qui s'est ému de la fermeture ou de l'indisponibilité du site de la ligne 5. Est-ce que c'est un problème technique? Non, ce n'est pas un problème technique, c'est normal. Nous avons décidé de faire un moratoire, donc on retire ce qui avait été déjà proposé, puisqu'une nouvelle discussion et concertation va s'engager. C'est bien d'avoir la mémoire, l'histoire. Oui, ça fait oui aux archives. C'est fait pour ça, les archives, c'est fait pour ça. Les archives, c'est pas n'importe quoi. Il y en a qui rigolent quand je parle des archives. Mais les archives, c'est pas n'importe quoi, c'est la Révolution française qui a créé le service public archives. Et les archives, ça a été, avant la Révolution, c'était stocké dans les familles, et notamment chez les grandes familles, qui avaient la place dans les châteaux pour mettre en place des grandes caisses dans lesquelles on trouvait les chartriers, les minutes notariales, etc. Quand la Révolution française est arrivée, elle en a fait un service public pour permettre aux citoyens de contrôler le pouvoir exécutif. Donc, les archives, c'est un vrai service public. Donc, je m'assure, chaque fois qu'on rigole sur les archives, je les défends comme une conquête de la Révolution. Vous avez acheté qu'Internet permettait de mettre à disposition des archives. Oui, c'est très bien, c'est encore mieux. Ça va dans le sens de la citoyenneté. Le site de la Révolution permettait de faire ça. Oui, mais il faut se mettre en correspondance avec l'actualité. Vous savez, je ne vais pas vous apprendre à faire une saisie d'écran, monsieur le président. À la mesure où ça a été sur Internet, c'est devenu public.